Et si je vous disais que l'arbre dont tous les enfants connaissaient autrefois le goût a quasiment disparu aujourd'hui? Depuis des milliers d'années, les peuples autochtones s'en servent donc comme remède, comme nourriture et même comme brosse à dents. Les aristocrates le jugeaient si précieux qu'ils envoyaient des centaines de navires outre-océan rien que pour obtenir ses racines. Ils poussaient à l'état sauvage sur la moitié du continent. Et au début des années 1900, chaque grand-mère connaissait une recette toute simple, le thé de cet arbre. En plus, son goût est devenu la base d'une boisson qui a marqué toute une génération et s'est fait connaître dans le monde entier. Les Amérindiens le vénéraient depuis 10 000 ans, et les colons le tenaient pour l'égal de l'or. Puis, en 1960, la DEA a soudain déclaré l'arôme de cet arbre dangereux et illégal. Non pas parce qu'il était dangereux, mais parce que la même huile aromatique qui donnait son goût au root beer menaçait, au fond, un système policier à plusieurs milliards. Et ainsi, en quelques mois, la plante qui avait été indispensable dans les cuisines pendant des siècles a simplement disparu. Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent même plus à quoi il ressemble, alors qu'il n'a disparu nulle part et se trouve encore dans les forêts. Mais le plus surprenant, c'est que l'histoire de la disparition de son goût de nos vies est bien plus étrange qu'elle n'en a l'air. Aujourd'hui, je vais vous parler du sassafras, un arbre qui a autrefois sauvé les colons de la faim et marqué toute une génération. Imaginez un peu, c'était un arbre devenu la deuxième exportation de l'Amérique après le tabac. Un arbre qui a disparu de toutes les cuisines en une seule génération. Mais l'arbre, lui, n'a jamais cessé de pousser. Il attendait juste que quelqu'un se rappelle pourquoi il comptait et le remette à l'honneur. Avant de voir pourquoi, si ces histoires condamnent pour vous, la meilleure façon de garder ce savoir est très simple. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui comprend à quel point tout cela compte. Notre histoire commence dans les forêts de l'Est de l'Amérique du Nord, vers 8000 ans avant notre ère. C'était il y a si longtemps, bien avant l'arrivée des Européens sur le continent. Et pendant tout ce temps, le sassafras a poussé avec vigueur du Maine à la Floride, de la côte atlantique à l'est du Texas. Les peuples autochtones de dizaines de tribus le connaissaient sous des noms différents. Les Choctaws et les Cherokees le connaissaient et les Timucua de Floride l'appelaient pavan. Ils ne se contentaient pas de l'utiliser, ils le vénéraient vraiment. Le nom sassafras vient probablement d'adaptations espagnoles de termes amérindiens. Les Nipmucs l'appelaient Sasankpamuk. En latin, on parlait de saxopragus, ou briseur de pierre, car les guérisseurs l'utilisaient contre les calculs rénaux. Imaginez un instant combien de propriétés médicinales un seul arbre peut réunir, c'en est presque inimaginable. Chaque partie de l'arbre portait un remède. Les racines étaient infusées contre la fièvre, les rhumes et pour purifier le sang. Les feuilles étaient broyées en cataplasme pour les plaies, les entorses et les piqûres d'insectes. L'écorce était mâchée pour l'hygiène dentaire. Ces huiles naturelles tuaient les bactéries et rafraîchissaient la laine. Bien avant l'invention du dentifrice, les Choctaws avaient découvert autre chose. Une fois séchées et réduites en poudre, les feuilles devenaient un épaississant idéal pour les soupes et les ragoûts. Ils appelaient cela le filet. Ce seul ingrédient allait plus tard définir le gombo créole de Louisiane, un plat qui existe littéralement grâce au savoir amérindien sur le sassafras. Mais le sassafras était bien plus qu'un remède ou une épice. C'était aussi un aliment de survie. Quand les Britanniques sont arrivés à Roanoke en 1585, ils ont découvert une dure vérité. Durant les périodes de famine, les colons survivaient en faisant bouillir des feuilles de sassafras. Le mucilage contenu dans les feuilles apportait des calories quand plus rien d'autre ne poussait. Dès les années 1560, des chercheurs espagnols en Floride avaient appris auprès des Timucuas que le sassafras pouvait soigner des dizaines de maux. Les visiteurs français l'ont noté, les colons anglais l'ont testé. Et puis ils ont découvert quelque chose qui a tout changé. Les Européens étaient prêts à payer n'importe quel prix pour l'obtenir. Quand les premiers chargements de sassafras sont arrivés en Europe à la fin des années 1590, ils sont tombés au moment parfait. Une épidémie de syphilis balayait le continent. Les médecins n'avaient pas de remède, les malades étaient désespérés. Et puis sont venus du Nouveau Monde des rumeurs sur un arbre dont les racines pouvaient purifier le sang et guérir les maladies. Son parfum aromatique à lui seul enivrait. La légende raconte que Christophe Colomb a su qu'il avait atteint l'Amérique du Nord simplement en sentant le sassafras porté par le vent jusque sur son navire. En 1602,
La demande était telle qu'une seule cargaison d'écorce de sassafras pesait 1 tonne. En Angleterre et en Europe continentale, les apothicaires le vendaient comme une boisson médicinale sombre appelée saloupe. On le prescrivait pour tout, ou presque, fièvre, troubles digestifs, maladies de peau, douleurs rhumatismales. Il faut comprendre que le thé de sassafras avait bel et bien des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et digestives que les peuples autochtones connaissaient depuis des millénaires. Le prix de la plante a donc explosé à cause de ses propriétés, et très vite l'écorce de sassafras s'est vendue à son poids en or. En 1603, le capitaine Martin Pring a même quitté Bristol avec une seule mission, trouver du sassafras à tout prix. Les journaux de son expédition décrivaient de nobles bosquets de cet arbre sur les côtes du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts. Il a rempli son navire et est rentré en Angleterre riche. Imaginez, au cours des 50 années suivantes, le sassafras est devenu le 2e produit d'exportation de l'Amérique coloniale après le tabac. Mais il y avait un problème, car l'écorce était la partie la plus précieuse de la plante. C'est elle qui contenait la plus forte concentration d'huile de safrole. Malheureusement, récolter l'écorce tuait l'arbre, et dès 1626, à peine 24 ans après la première cargaison d'1 tonne, les colons anglais n'étaient déjà plus capables d'atteindre leur quota d'exportation de 30 tonnes. Ils avaient quasiment conduit tous les sassafras disponibles à l'extinction. Mais le sassafras, comme tant de plantes indigènes, ne renonce pas facilement. Les racines ont repoussé en nouveau rejet. Les graines sont restées enfouies dans le sol en attendant. En 1840, des entrepreneurs américains ont découvert quelque chose de brillant. Les racines de sassafras pouvaient en servir à faire une boisson douce et pétillante qui avait le goût même de l'enfance. Le root beer était né. Au début du XXe siècle, le sassafras faisait désormais partie du tissu même de la culture américaine. Chaque épicerie de quartier vendait du root beer. Chaque grand-mère savait préparer du thé de sassafras comme tonique de printemps. Chaque cuisinière du Sud gardait de la poudre de filet dans son placard. George Washington en buvait. Benjamin Franklin en faisait l'éloge. Thomas Jefferson en servait à Monticello. Le pharmacien de Philadelphie Charles Hirsch en a fait un empire commercial. Le root beer de Ayers est devenu un nom familier, présenté comme une alternative saine à l'alcool. Odeur, goût, tradition. C'était aussi américain que la tarte aux pommes. Puis est arrivée l'année 1960. La DEA n'a pas hésité et a fait une annonce. Le safrole, le composé qui donnait au sassafras son goût caractéristique, provoquait des cancers du foie chez les rats de laboratoire. Les preuves paraissaient convaincantes. Des rats ayant reçu par voie orale de fortes doses de thé de sassafras développaient des tumeurs, des lésions irréversibles du foie et divers cancers. En quelques mois, le safrole a été interdit dans tous les aliments et médicaments produits commercialement à grande échelle. Le Code of Federal Regulations, titre 21, section 189.180, l'a classé parmi les substances toxiques ou nocives. Les producteurs de root beer étaient sous le choc. Ils sont passés à des arômes artificiels de sassafras issus de produits pétroliers. Certains ont utilisé la gaultérie. D'autres ont gardé un extrait de sassafras sans safrole, laborieusement traité pour retirer la moindre trace du composé, jugé dangereux. L'industrie du root beer, forte de 500 millions de dollars, a survécu. Mais l'usage traditionnel du sassafras est mort du jour au lendemain. Votre grand-mère a cessé de préparer du thé de sassafras. La poudre de filet a disparu des rayons ou a été reformulée. Les herboristes ont cessé de le recommander. En une génération, la plupart des Américains avaient oublié jusqu'à l'existence du sassafras. Voici ce que la Food and Drug Administration n'a pas mis en avant. Dans ses études, les rats recevaient des doses équivalentes à 32 bouteilles de root beer par jour pendant plusieurs mois. Une quantité qu'aucun être humain n'avalerait jamais, même en vivant au thé de sassafras. Et voici aussi ce qu'on ne vous a pas vraiment dit. La noix de muscade contient du safrole. Le poivre noir contient du safrole. La cannelle, l'anis étoilé et le basilic en contiennent aussi. En réalité, la noix de muscade contient 4 fois plus de safrole que le sassafras, et pourtant aucun des deux n'a été interdit. Vous pouvez les acheter dans n'importe quelle épicerie dès maintenant. Pourquoi ? Parce qu'au cours des années 1970, autre chose est apparue. Quelque chose que la DEA n'avait pas dit en 1960. Le safrole n'est pas seulement une huile aromatique. C'est aussi un précurseur chimique. Des chimistes clandestins des années 1000
960 et 1970 ont découvert que le safrole pouvait être transformé en MDA et en MDMA, les drogues connues sous les noms d'ecstasy et de molly. La synthèse n'était pas particulièrement difficile. Il suffisait d'extraire le safrole de l'huile de sassafras, de le faire passer par quelques étapes chimiques, et soudain on obtenait une substance contrôlée de l'annexe 1. Au moment où la guerre contre la drogue s'est durcie dans les années 1970, la DEA avait un problème. Les sassafras poussaient à l'état sauvage dans tout l'est des États-Unis. N'importe qui avec quelques bases de chimie pouvait récolter les racines, extraire l'huile et commencer à fabriquer de la MDMA. La DEA ne pouvait pas interdire l'arbre. Il est indigène. Il est partout. Et tenter de l'éradiquer aurait été impossible, mais il pouvait classer le safrole comme produit chimique de liste 1. La désignation de la DEA pour les substances utilisées dans la fabrication d'une drogue contrôlée ou essentielle à sa fabrication. La liste I, c'est une sacrée catégorie. La pseudoéphédrine y figure. Le safrole aussi. Aujourd'hui, il est illégal de posséder ou de distribuer sciemment du safrole en sachant ou en ayant des raisons sérieuses de croire qu'il servira à fabriquer de la MDMA. En 2015, la Gendarmerie royale du Canada a perquisitionné un laboratoire clandestin et saisi 1500 kg d'huile de sassafras. Selon les médias, cela aurait permis de fabriquer 4,2 millions de comprimés de MDMA. Et si on y réfléchit logiquement, comment un arbre utilisé sans danger par les peuples autochtones pendant 10 000 ans a-t-il pu se retrouver classé comme précurseur de drogue ? Comment est-ce possible ? Non pas parce qu'il serait dangereux dans son usage traditionnel, mais parce qu'il pouvait devenir une arme entre les mains de gens équipés en chimie. L'interdiction de 1960 par la DEA ne parlait pas vraiment du cancer. Elle parlait de contrôle, de la nécessité d'empêcher qu'un composé naturel facile d'accès n'alimente la production de drogue illégale. Mission accomplie. Ainsi, une plante a été effacée de l'alimentation américaine, pendant que la muscade et le basilic obtenaient un passe-droit. La différence, c'est qu'on ne transforme pas facilement la noix de muscade d'épicerie en comprimé de MDMA. L'huile de sassafras, elle, peut être transformée, pas à cause du danger, mais à cause du contrôle. Mais parlons de ce que nous avons vraiment perdu. Le thé de racine de sassafras était traditionnellement utilisé comme purifiant du sang, comme tonique de printemps pour fluidifier le sang après l'hiver. Les analyses modernes montrent qu'il contient des composés aux véritables propriétés anti-inflammatoires. Ce n'est pas du folklore, c'est de la chimie. Les feuilles contiennent du mucilage, la même substance apaisante qu'on trouve dans l'orme rouge et la racine de guimauve. Voilà pourquoi les Amérindiens l'utilisaient contre les troubles digestifs et pourquoi mâcher l'écorce de sassafras calmait les maux de gorge. La poudre de filet est plus qu'un simple épaississant. Les feuilles séchées de sassafras contiennent de la vitamine A, de la vitamine C, du calcium et du manganèse. Quand les Africains de l'Ouest, réduits en esclavage en Louisiane, ont mêlé leurs traditions culinaires aux influences amérindiennes et européennes, le filet est devenu l'une des pièces maîtresses du gumbo créole, un plat qui n'existerait littéralement pas sans le sassafras. Ces composés aromatiques ont des propriétés antimicrobiennes. Voilà pourquoi les branches de sassafras ont servi pendant des siècles de brosse à dents, bien avant les dentifrices issus de la pétrochimie. Et c'est ça dont personne ne parle. Des recherches récentes suggèrent que le safrole, à petite dose, pourrait avoir un effet protecteur contre certains cancers, plutôt que d'en provoquer, les protéger au lieu de les causer. Vous ne verrez pas ces études mises en avant par les agences de régulation. La recherche demande des autorisations. Et ces autorisations exigent de lever le stigmate de précurseur de drogue. Or, lever ce stigmate menace des milliards de dollars de budget alloués à la répression. Alors l'arbre attend. Aujourd'hui, les sassafras poussent encore à l'état sauvage dans 20 États. Vous pouvez traverser n'importe quelle forêt de feuillus du Maine au Texas et en trouver. En automne, leurs feuilles prennent des couleurs vives. Jaune, bordeaux, orange. On les reconnaît tout de suite à leurs 3 formes de feuilles. Ovales, en moufle et trilobées. Mais il faut bien comprendre une chose, les arbres se moquent des règles de la DEA, ils se moquent des classements, ils continuent simplement à pousser. Si vous voulez du sassafras aujourd'hui, vos options restent limitées.
Posséder un arbre ou en récolter pour un usage personnel n'est pas illégal. Les restrictions concernent la vente commerciale, l'importation et la distribution de produits contenant du safrole. Certaines personnes préparent encore du thé de sassafras à partir de racines récoltées. Elles savent qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, selon l'usage traditionnel, et pas à des doses énormes comme celles qui ont nui aux rats de laboratoire. On peut acheter en ligne de l'extrait de sassafras sans safrole, traité, purifié, dilué. Ce n'est pas la même chose. Le composé qui a fait la valeur du sassafras pendant des milliers d'années a été retiré à cause des réglementations. Pendant ce temps, la noix de muscade reste sur votre étagère à épices avec 4 fois plus de safrole que le sassafras. Le poivre noir, la cannelle et le basilic, eux, sont parfaitement légaux. L'histoire du sassafras s'inscrit dans un tableau plus vaste. Quand une plante est utilisée sans danger depuis des milliers d'années mais menace soit une industrie rentable, soit les mécanismes de contrôle de l'État, elle est persécutée. Le motif change. Parfois on la dit dangereuse, parfois on la traite de précurseur de drogue. Mais le résultat est toujours le même. Le savoir traditionnel disparaît, les alternatives naturelles s'effacent peu à peu et les gens oublient. Votre arrière-grand-mère savait parfaitement préparer le thé de sassafras et il y a de fortes chances qu'elle se souvienne aussi du goût du vrai root beer. Vous ne saviez probablement même pas à quoi ressemblait cet arbre avant cette vidéo. Comme vous le voyez, une seule génération suffit. C'est tout ce qu'il faut pour effacer 10 000 ans de sagesse autochtone. L'ironie, c'est que le sassafras pourrait jouer un rôle important dans la médecine moderne grâce à ses composés anti-inflammatoires, à ses propriétés antimicrobiennes, à son usage traditionnel comme aide digestive. Tout cela mérite des recherches, mais la recherche exige des autorisations réglementaires qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile d'obtenir. Alors l'arbre attend, poussant en silence dans les forêts d'Amérique, produisant ses feuilles chaque printemps, offrant ses dons à ceux qui s'en souviennent. L'histoire du sassafras ne parle pas seulement de la plante, mais de ceux qui contrôlent le savoir. Depuis 10 000 ans, les peuples autochtones savent utiliser le sassafras en toute sécurité. Depuis 400 ans, il est tissé dans la culture américaine, puis, sur 2 décennies, de 1960 à 1980, il a disparu. Non pas parce que la science l'aurait déclaré dangereux, aux doses traditionnelles, mais parce que bureaucratie, guerre antidrogue et intérêts privés se sont ligués pour le faire disparaître. L'arbre est toujours là, et le savoir peut encore être retrouvé, mais chaque année qui passe laisse moins de gens pour s'en souvenir. Les anciens qui ont grandi en buvant du thé de sassafras meurent, et avec eux les recettes se perdent un peu plus chaque jour. Une nouvelle génération grandit en croyant que le root beer sort d'un labo, et non de racines plongées dans la terre. Et il ne s'agit pas seulement du sassafras, mais d'un schéma très simple. Quand les plantes offrent des alternatives aux produits pharmaceutiques, elles sont aussitôt placées sous surveillance. Quand on ne peut pas les breveter, on les ignore. Quand elles menacent des systèmes de contrôle, on les interdit. Le sassafras menaçait les deux. C'était une ressource réellement accessible à tous. Son goût était quelque chose qu'aucune entreprise ne pouvait reproduire. C'était une tradition ancienne qui ne demandait aucune permission, et c'est précisément pour ça qu'elle devait disparaître. Mais ce qu'ils n'ont pas pu effacer, ce sont les arbres, les racines, les graines endormies dans le sol. Le sassafras attend toujours, et pas un miracle. Il n'a besoin d'aucune permission, seulement d'être reconnu. Tirez-en vos propres conclusions, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce sera vraiment intéressant à lire. Le but de cette vidéo est simplement de regarder au-delà des règles, et de voir ce qui a toujours été juste sous notre nez. L'arbre auquel les Amérindiens faisaient confiance depuis 10 000 ans, sur lequel les colons ont compté, qui a donné son goût à l'enfance américaine. Il n'a jamais cessé d'offrir ses dons, c'est nous qui avons cessé d'y prêter attention. Si cette vidéo vous a intéressé et été utile, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour que je continue à faire ce type de vidéo qui aide à préserver la sagesse populaire.